Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier l'anatomie du côlon. Pour cela, on va suivre le plan suivant. Une introduction, la situation et la subdivision, les dimensions, la configuration externe et la configuration interne et la structure, les caractères particuliers de chaque portion du côlon, les rapports et vers la fin, on va terminer par la vascularisation, le drainage lymphatique et l'innervation. Introduction. Le gros intestin est la partie terminale du tube digestif et s'étend de l'extrémité distale de l'ilium jusqu'à l'anus. Topographiquement, on le divise en deux segments, le côlon et le rectum. Le côlon s'étend de la valvule iliocécale jusqu'à la jonction recto-sigmoïdienne. Les fonctions principales du côlon, c'est la réabsorption hydrosodée, la fermentation et le transit du bol fécal. La situation. Le côlon est situé dans la cavité abdominale. Il s'étend de la fosse iliaque droite par le cæcum jusqu'à la fosse iliaque gauche et le pelvis. Il se continue par plusieurs segments disposés en cadre à la périphérie de l'abdomen autour de l'étage sous-mésocolique. La subdivision. Il existe deux subdivisions. Une subdivision anatomique qui décrit chaque segment du côlon selon sa situation topographique. Cette subdivision, elle est purement anatomique. Elle n'a aucun rôle fonctionnel. On distingue dans cette subdivision le séquoappendice, situé au niveau de la fosse iliaque droite, puis le côlon ascendant, l'angle colique droit ou l'angle hépatique, le côlon transverse, l'angle colique gauche, le côlon descendant, le côlon iliaque, et vers la fin, on a le côlon sigmoïde ou le côlon pelvien. Une deuxième subdivision fonctionnelle basée sur l'origine embryologique et le territoire vasculaire qui va diviser le côlon en deux segments. Un côlon droit qui dérive embryologiquement de l'os ombilical et un côlon gauche qui dérive de l'intestin postérieur. Le côlon droit, il est irrigué par l'artère mésentérique supérieure, alors que le côlon gauche, il est vascularisé par l'artère mésentérique inférieure. Le côlon droit, il comprend le séquoappendice, le côlon ascendant, les deux tiers droits du côlon transverse. Le côlon gauche, il comprend le tiers gauche du côlon transverse, le côlon descendant et le côlon iliopelvien. Donc, chirurgicalement, en cas d'exérèse opératoire, elle doit être conditionnée par le territoire vasculaire. Donc, le côlon droit, il est vascularisé par l'artère mésentérique supérieure. Il s'étend du séquoappendice aux deux tiers droits du transverse. Le côlon gauche, il est irrigué par l'artère mésentérique inférieure. Il s'étend du tiers gauche du transverse au côlon sigmoïde. Les dimensions. La longueur du côlon est d'environ 1,5 m avec 12 cm au niveau du côlon ascendant, 40 cm pour le côlon transverse, 12 cm pour le côlon descendant, 12 cm pour le côlon iliaque et 40 cm pour le côlon pelvien. Le calibre diminue progressivement du cæcum vers le côlon sigmoïde, allant de 8 cm au niveau du cæcum à 3 cm au niveau du côlon iliopelvien. Il faut savoir que l'excès de la longueur du côlon réalise ce qu'on appelle le dolichocolon et l'excès du calibre réalise le mégacolon.
Le calibre du côlon droit est plus important par rapport au calibre du côlon gauche, ce qui explique la nature des tumeurs. Du côté droit, on a généralement les tumeurs bourgeonnantes, alors que le côté gauche, le côlon gauche, les tumeurs y sont sténosantes et se traduit généralement par un syndrome occlusif. La configuration externe. Le côlon se différencie de l'intestin grêle par son diamètre et son volume qui est plus important et par la présence de certains reliefs. On a premièrement les bandelettes longitudinales, appelées également les ténias. Ce sont des épaississements de la couche musculaire externe. Ils sont au nombre de 3, sauf au niveau du côlon ilio-pelvien où elles sont au nombre de 2. Deuxièmement, on a les ostracions ou les bosselures séparées par des sillons transversaux. Troisièmement, on a les appendices épiploïques. Ce sont des petites formations graisseuses implantées le long des bandelettes longitudinales, absentes au niveau du cécum et de l'appendice. Ils sont plus développés au niveau du côlon gauche, notamment au niveau du sigmoïde. La configuration interne et structure. La configuration interne, elle est étudiée par la colonoscopie. La surface interne, elle présente les reliefs correspondant aux reliefs de la surface externe. Donc, on va trouver des saillies longitudinales, des plis muqueux et des dépressions. La structure, on a 4 tuniques de la superficie vers la profondeur. On a premièrement une séreuse péritoniale, la couche la plus externe, puis une couche musculaire, la musculeuse, avec 2 couches, une couche superficielle externe, longitudinale, incomplète, épaisse au niveau des bandelettes, et une couche interne circulaire. Une sous-muqueuse et une muqueuse dépourvue de villosité. Les caractères particuliers de chaque portion. Le cécum. Le cécum est la partie initiale du côlon. Elle fait suite à l'intestin grêle. C'est à ce niveau-là où va s'aboucher l'ilium terminal, généralement situé au niveau de la fosse iliaque droite. Il a la forme d'un cul-de-sac, borne, ouvert en haut, avec un corps et un fond, et 2 extrémités, une extrémité supérieure et une extrémité inférieure. Le corps, il est parcouru par 3 bandelettes, une bandelette longitudinale antérieure et 2 postérieures qui convergent vers le fond. Le point de convergence, c'est le point d'implantation de l'appendice vermiforme. Il présente 4 faces, une face antérieure, une face postérieure, une face médiale et une face latérale. L'appendice vermiforme, c'est une formation lymphoïde qui prolonge le cécum, né au-dessous de l'orifice iliocolique, 3 cm à peu près, généralement situé au niveau de la fosse iliaque droite, de direction oblique en bas et en dedans. Elle présente une base d'implantation cécale, un corps et une extrémité ou pointe. Elle a une longueur à peu près de 8 à 9 cm et un diamètre de 7 mm. La base d'implantation est représentée par le point de convergence des 3 bandelettes ou des 3 ténias qui forment un repère chirurgical pour la découverte de l'appendice vermiforme. L'ilion s'abouche au niveau de la partie supérieure du cécum, mais pour certains auteurs, c'est au niveau de côlon ascendant, d'où le terme de la jonction iliocolique. Cette jonction présente un orifice qui fait communiquer l'ilium avec le cécum.
Cet orifice est appelé valvule iliocécale ou la valvule de Bowen. Cette valvule de Bowen, elle est formée par deux valves, une valve supérieure et une valve inférieure, qui sont reliées à la paroi du cécum par deux freins, un frein antérieur et un frein postérieur. Au-dessous de l'orifice iliocécal, on a l'orifice de l'appendice vermiculaire qui est situé généralement à 3 cm au-dessous. Il est mené également par une valvule qu'on appelle la valvule de Gerlach. Les variations de position. Généralement, le cécum est situé au niveau de la fosse iliaque droite. Mais cette position, elle peut être variable. Il peut se figer au niveau de la région lombaire. Donc, c'est le cécum sus-héliaque ou sous-hépatique, ou avoir un cécum qui est très lent, un côlon qui est très long, et la situation, elle peut être pelvienne. Également, pour les variations de la position de l'appendice vermiforme, généralement, l'appendice vermiforme ou vermiculaire, elle a une position médiale descendante. C'est la plus fréquente. On peut avoir une position médiale ascendante, une position présécale en avant du cécum, ou une position rétrosécale en arrière du cécum, ou même une position sous-sécale. Les moyens de fixité du cécoappendice. Le cécum est normalement mobile, entièrement recouvert du péritoine, sauf il est fixé par deux ligaments ou plis sécaux. Ces deux ligaments, ils délimitent en arrière du cécum une fossette qu'on appelle la fossette rétrosécale. Anormalement, le cécum il peut être complètement accolé à la paroi postérieure, ou il peut être exagérément mobile par l'intermédiaire d'un véritable méso. L'appendice vermiculaire est entouré complètement par le péritoine. Elle est reliée au cécum et à l'ilium terminal par un méso qu'on appelle le méso appendiculaire. Le côlon ascendant est le segment du côlon étendu depuis le cécum jusqu'à l'angle colique droit. Il a une direction oblique en haut et en arrière, un trajet rectiligne dans le flanc droit, une forme cylindrique. Sa surface, elle est parcourue par 7 à 8 bosselures ou ostrations, 3 ténias longitudinaux et quelques rares appendices épiploïques. Les moyens de fixité du côlon ascendant. Le côlon ascendant, il est fixé à la paroi abdominale postérieure par le fascia de tôle de droit. Le péritoine, il va recouvrir la face antérieure et la face latérale et se réfléchit sur le péritoine pariétal postérieur, délimitant ainsi une gouttière qu'on appelle la gouttière pariéto-colique droite. L'angle colique droit, situé entre le côlon ascendant et le côlon transverse, appelé également angle hépatique, situé entre en arrière le rein droit et en avant on a le foie sur lequel il va laisser une empreinte. L'angle colique droit il est fixé en arrière par le fascia de tôle droit, en haut par le prolongement du petit omentum ou le petit péploon qui relie la petite courbure de l'estomac au foie, et en avant par le ligament phrénico-colique droit.
Le côlon transverse, compris entre les deux angles coliques, droit et gauche. Il a la forme d'une anse concave en arrière et en haut, formée par deux parties, une partie droite fixe et une partie gauche mobile. La limite entre les deux segments, le segment fixe et le segment mobile, c'est le bord médial de la deuxième portion du duodénum. Voici le côlon transverse. Les moyens de fixité, le côlon transverse est fixé par trois éléments. Premièrement, on a le mésocôlon transverse qui fixe le côlon transverse à la paroi abdominale postérieure. Il va diviser la cavité abdominale en deux étages, un étage sus-mésocolique, gastro-spléno-hépatique, et un étage sous-mésocolique, intestinal. La racine du mésocôlon transverse est fixée à la paroi abdominale postérieure. Elle a une direction oblique de bas en haut et de droite à gauche. Elle croise la deuxième portion du duodénum, T2, la tête du pancréas. Elle longe le bord inférieur du pancréas pour atteindre la rate. Deuxièmement, on a le ligament gastrocolique. Le ligament gastrocolique qui va relier le côlon transverse à la grande courbure de l'estomac. Troisièmement, on a le grand omentum ou le tablier épiploïque. Qui est formé par deux lames péritoniales, une lame antérieure d'origine gastrique et une lame postérieure d'origine pancréatique qui vont passer en avant du côlon transverse, formant le tablier épiploïque. L'angle colique gauche ou angle splénique, situé entre le côlon transverse et le côlon descendant. Il est plus haut, plus aigu que l'angle droit. Il est profond, thoraco-abdominal, il se projette à la hauteur de la 11e vertèbre thoracique. C'est le segment le plus fixe du côlon. Il est fixé par le ligament phrénico-colique gauche qui va le fixer au diaphragme. Également par le fascia de tôle de gauche et le prolongement du grand omentum qui va former ce qu'on appelle le cystentachylum lienis. Le côlon descendant au côlon lombaire, il s'étend de l'angle colique gauche au côlon iliopelvien. Sa limite supérieure, c'est l'angle colique gauche ou angle splénique. Sa limite inférieure, c'est la crête iliaque gauche. Il descend verticalement dans la gouttière comprise entre le rein gauche et la paroi abdominale. Il est recouvert par les anses intestinales. Il est fixé à la paroi pariétale postérieure par le fascia de tôle gauche. Le côlon iliopelvien, il s'étend de la crête iliaque à la 3e vertèbre sacrée, d'où il se continue par le rectum. Il comprend deux parties, le côlon iliaque et le côlon pelvien. Le côlon iliaque s'étend de la crête iliaque gauche au bord médial du muscle psoas. Il occupe la fosse iliaque gauche. Il décrit une courbe à concavité médiale. Il est fixé à la paroi pariétale postérieure par le fascia de tôle de gauche. Le côlon pelvien, ou appelé également le côlon sigmoïde, c'est la partie terminale du côlon. C'est le segment
le plus mobile. Il s'étend du bord médial du muscle psoas, la terminaison du segment iliaque, et se termine au niveau de la jonction recto-sigmoïdienne, généralement en avant de la face antérieure de la troisième vertèbre sacrée, où il se continue par le rectum. Il est situé dans l'excavation pelvienne. Il occupe une position variable selon sa longueur et la hauteur de son méso. Le côlon sigmoïde est complètement mobile dans la cavité abdominale. Il est relié à la paroi abdominale postérieure par un méso qu'on appelle le mésosigmoïde. Le mésosigmoïde, il présente une racine qui est formée par deux segments. Les deux segments, ils se rejoignent au niveau de la bifurcation de l'aorte abdominale. On a un segment médial, vertical, qui va former la racine primitive, et un segment latéral gauche, oblique, qui va former la racine secondaire. Le sigmoïde et son méso s'étalent comme un couvercle au-dessus des organes pelviens. Les rapports. On va commencer par les rapports du séco-appendice. Premièrement, le sécum. Le sécum, il répond en avant à la paroi abdominale antérieure et les anses intestinales. En arrière, le sécum répond aux parties molles de la fosse iliaque interne, formée par le péritoine pariétal, le fascia iliaca, qui recouvre le muscle iliaque, et le muscle psoas iliaque. Également, le sécum, il entre en rapport avec certains membres de nerfs, le nerf fémoral, le nerf cutané latéral de la cuisse et le nerf génito-fémoral. Les rapports du sécum en dehors, le sécum, il répond à la partie molle de la fosse iliaque interne, à savoir le muscle psoas iliaque, et à la paroi abdominale latérale en haut. En dedans, il répond aux anses intestinales, la partie terminale, donc les anses iliales, les vaisseaux iliaques, l'urètre droit et l'appendice vermiforme. Les rapports de l'appendice vermiforme, lorsqu'elle est en position la plus fréquente, ça veut dire médiale descendante, elle entre en rapport en dehors avec la face médiale du sécum, en dedans avec les anses intestinales, en avant les anses intestinales et la paroi abdominale antérieure, et en arrière, elle entre en rapport avec la fosse iliaque interne, le contenu de la fosse iliaque interne, le muscle psoas iliaque et les vaisseaux iliaques externes. Le côlon ascendant. Les rapports du côlon ascendant, il entre en rapport en arrière avec l'extrémité inférieure du rein, en fascia deltoïde droit, et par son intermédiaire, il entre en rapport avec le muscle carré des lampes et la partie supérieure de la fosse iliaque. En dehors, le côlon ascendant, il entre en rapport avec la paroi abdominale latérale qui va délimiter avec elle la gouttière pariétocolique. En avant, le côlon, il entre en rapport avec la paroi abdominale antérieure et les anses intestinales. Les anses intestinales. En dedans, il entre en rapport avec la deuxième portion du duodénum, l'intestin grêle, les anses intestinales, l'urètre droit et les vaisseaux spermatiques ou hétéro-ovariens. L'angle colique droit ou l'angle hépatique, il entre en rapport en avant avec la face inférieure du foie dont il laisse une empreinte qui se projette en regard de la 10e côte. En arrière, on a le pôle
inférieur du rein droit, en dedans la deuxième portion du duodénum, et en dehors, il entre en rapport avec le diaphragme, avec lequel il est relié par le ligament phrénico-colique droit. Les rapports du côlon transverse. Le côlon transverse, on le divise en deux segments, un segment droit et un segment gauche. Les rapports du segment droit, en haut, il répond au foie. À gauche, le segment gauche, il répond à la grande courbure de l'estomac, sectionné ici, le corps du pancréas et la rate. En bas, c'est l'étage sous-mésocolique occupé par les intestins grêles. En avant, le segment droit, il répond au foie. Le segment gauche, il répond au grand omentum et à la paroi abdominale antérieure. En arrière, le segment droit, il répond au rein droit et à la deuxième portion du duodénum. Le segment gauche, il est relié à la paroi abdominale postérieure par le mésocôlon transverse. Ça, c'est la racine du mésocôlon transverse, la direction de la racine du mésocôlon transverse. Les rapports de l'angle colique gauche. L'angle colique gauche ou angle splénique, il répond en avant à la grande courbure de l'estomac. En arrière au rein gauche. En dehors et en haut, la rate et le diaphragme, dont il est relié par le ligament phrénico-colique gauche. Les rapports du côlon descendant ou lombaire. Il répond en arrière, en haut aux dernières digitations du diaphragme et les deux dernières côtes, plus en bas à la paroi musculaire de la fosse lombaire gauche, à savoir le muscle carré des lombes et le muscle psoas. En avant et latéralement aux intestins grêles, grand épipluant et la paroi abdominale antérolatérale, sectionnée ici. En dedans, le côlon descendant, il est en rapport avec l'urétère gauche, les vaisseaux spermatiques ou utéro-ovariens gauche. Les rapports du côlon ilio-pelvien. Premièrement, on va commencer par les rapports du côlon iliaque. Le côlon iliaque, il occupe la fosse iliaque, donc il entre en rapport en arrière avec le muscle psoas iliaque. En avant, on a les intestins grêles. Et en dedans, le côlon iliaque, il est en rapport avec l'urétère gauche et les vaisseaux spermatiques ou utéro-ovariens. Les rapports du côlon sigmoïde. Le côlon sigmoïde croise à son origine les vaisseaux iliaques externes. Il entre en rapport en haut avec les anses grêles. En bas et en avant, il entre directement en rapport avec l'utérus chez la femme, la vessie chez l'homme et avec la paroi abdominale antérieure. En arrière, on a les vaisseaux iliaques externes et l'urétère, et le sigmoïde se continue à la hauteur de la troisième vertèbre sacrée avec le rectum. La vascularisation. La vascularisation artérielle est assurée par les deux artères mésentériques. Ce sont deux branches collatérales de l'aorte abdominale, l'artère mésentérique supérieure et l'artère mésentérique inférieure. L'artère mésentérique supérieure, elle va vasculariser le côlon droit. Donc, son territoire s'étend du cæcum aux 2 tiers droits du côlon transverse.
C'est une artère qui naît de l'aorte abdominale à la hauteur du disque T12-L1. Et c'est une artère qui est destinée au jejunum-ilion. Et elle va donner des branches qui vont vasculariser le côlon droit. L'artère mésentérique supérieure fournit au côlon droit 3 branches coliques. L'artère colique supérieure, l'artère colique moyenne et l'artère colique inférieure. L'artère colique inférieure se divise en 5 branches. 2 branches sécales, une branche antérieure et une branche postérieure, une branche appendiculaire pour l'appendice vermiforme, une branche iliale pour l'ilium terminal et une branche colique ascendante. C'est pour ça qu'on l'appelle l'artère ilio-colo-biseco-appendiculaire. Les artères coliques supérieures et moyennes se divisent en une branche ascendante et descendante. Et chaque branche ascendante va s'anastomoser avec la branche descendante, formant tout au long du côlon une arcade paracolique. De cette arcade paracolique vont partir des vaisseaux droits longs et courts qui vont vasculariser le côlon. Le côlon gauche, il est vascularisé par l'artère mésentérique inférieure, qui est également une branche collatérale de l'aorte abdominale. Elle naît à la hauteur de la troisième vertèbre lombaire. Son territoire s'étend de la moitié gauche du côlon transverse, le côlon descendant, le côlon iliaque et le côlon pelvien. L'artère mésentérique inférieure va donner 3 artères coliques gauches. L'artère colique supérieure, l'artère moyenne gauche et l'artère inférieure gauche, appelée également le tronc des sigmoïdiennes. Chaque artère colique va se diviser en une branche ascendante et une branche descendante, une branche ascendante et une branche descendante. Le tronc des sigmoïdiennes va se diviser en 3 artères sigmoïdes. Ces artères-là, ils vont s'anastomoser entre eux, formant une arcade paracolique. De l'arcade paracolique vont partir des vaisseaux droits, courts et longs, qui vont vasculariser les parois du côlon. Une anastomose entre les branches ascendantes de la colique supérieure droite et la branche ascendante de la colique supérieure gauche vont former tout au long du côlon transverse une arcade qu'on appelle l'arcade d'Oriolon. Le drainage veineux du côlon est tributaire du système porte par les 2 veines mésentériques, la veine mésentérique supérieure et la veine mésentérique inférieure. La veine mésentérique supérieure, elle va drainer le sang veineux du côlon droit. Et la veine mésentérique inférieure, elle va drainer le sang veineux du côlon gauche. La mésentérique inférieure, elle va s'unir à la veine splénique pour former le tronc splénomésaraïque qui va s'anastomoser avec la veine mésentérique supérieure et ils vont former le tronc porte qui pénètre au niveau du hile du foie. Le drainage lymphatique. Le drainage lymphatique du côlon est assuré par les lymphatiques qui commencent au niveau de la sous-muqueuse. Ils cheminent le long des vaisseaux mésentériques par des lymphonoeux. On a des lymphonoeux épicoliques ou ganglions épicoliques au niveau de la paroi colique, des ganglions paracoliques tout au long de l'arcade paracolique, des ganglions intermédiaires tout au long des artères coliques et les ganglions centraux tout au long des troncs vasculaires. L'innervation du côlon, elle provient des 2 plexus mésentériques supérieurs et inférieurs. Merci.